Sur les défis socio-économiques, bien évidemment, personne ne peut refuser quoi que ce soit à Geneviève, alors j'ai dit oui. Le lendemain, les défis. C'est vrai que je suis en économie forestière et que je fais un peu d'agroforesterie. Mais en fait, après réflexion, je ne suis pas une chercheuse en agroforesterie. Il y a juste une fois où Alain et Jean Bonneville m'ont amené au Mali pour travailler avec les moutons. Bon, peut-être que je vais approcher de l'agroforesterie, mais en fait, ce que je fais vraiment, c'est que j'accompagne les étudiants, principalement les étudiants à la maîtrise, parfois au doctorat, dans leurs travaux de recherche qui portent sur l'agroforesterie, évidemment spécialisés dans les aspects socio-économiques. Alors, ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui pour ma conférence, c'est de vous montrer un peu les résultats de ces travaux-là. Il y a une richesse incroyable dans ce que les étudiants ont fait dans les peut-être 10 dernières années. Évidemment, ce n'est pas exhaustif, là, loin de là. J'ai fait une petite recherche rapide, soit de mes étudiants ou des étudiants accompagnés par Alain, par Nathalie Gravel, pour faire ressortir un peu quels sont ces fameux défis socio-économiques. Bon, ça, c'est la première chose. Ensuite, je me suis dit, les défis socio-économiques, on peut le voir de deux façons. En fait, pour moi, l'agroforesterie, c'est comme un paquet. La première conférencière de tout à l'heure, Cécile, l'a mentionné, c'est une boîte à outils. Bien, la boîte à outils, elle existe pour une raison. Elle vient répondre à des besoins, elle vient répondre à des défis. Donc, moi, j'ai axé sur les défis socio-économiques. Donc, ça vient d'une commande. On a des problèmes, des défis. L'agroforesterie peut être une solution. Et de l'autre côté, bien oui, c'est une solution, mais maintenant, il faut l'amener sur le terrain. On l'a vu ce matin avec les deux Maximes. Il y a des belles promesses. Il faut démontrer ces promesses-là, puis une fois, il faut amener nos agriculteurs ou nos forestiers ou les communautés à les adopter, ces fameux outils-là. Donc, il y a comme deux volets pour moi au défi socio-économique, puis c'est là-dessus que je vais vous entretenir dans les prochaines minutes. Un des premiers défis auxquels on peut s'adresser, ce sont les changements climatiques. Encore une fois, Cécile me parlait un petit peu tout à l'heure. Tout le défi des changements climatiques, évidemment, j'ai oublié une petite parenthèse, moi c'est plus au niveau international, donc beaucoup des étudiants internationaux qui sont venus ici pour parfaire leurs connaissances ou des étudiants québécois qui sont allés à l'étranger. Donc, je referme ma parenthèse. Donc, la lutte au changement climatique, ça va passer, entre autres, par l'agroforesterie. Pourquoi? Parce que on vient demander aux gens soit de reboiser, de cesser de déboiser, donc le déboisement évité. On va leur demander de faire des sacrifices sur les parcelles de terre. Mais maintenant, comment on peut les compenser? Parce que ces gens-là doivent continuer à vivre, à se nourrir, etc. Donc, il y a plein d'études, entre autres, notre étudiant au doctorat Kachaka, qui travaille sur la problématique en RDC. Il y a beaucoup de plantations d'acacia. Et comment ces plantations d'acacia peuvent, d'une part, nous aider à fournir le bois de feu dont on a besoin pour cuire les aliments, et d'autre part, venir faciliter ou améliorer, là, je suis vraiment zéro en termes de phytologie, tout ça, mais je sais que ça contribue, avec l'azote peut-être, ou je ne sais pas trop, à la croissance de nos différentes plantes, le manioc, le niébé, etc. Donc, ça, c'est une étude. Une autre étude aussi qui a été faite par une étudiante dont Alain faisait partie du comité Holmes. Elle était à McGill. Et elle a travaillé avec les communautés Embera de Ipeti, donc au Panama. Et encore une fois, c'est une communauté à qui on a dit, bon, voici, on va vous rémunérer pour faire du déboisement évité, on va vous donner de l'argent, on va vous aider. Mais là, la communauté a dit, oui, mais moi, je fais du déboisement, pourquoi? Parce que c'est de l'agriculture itinérante, j'ai besoin de nourrir ma famille. Donc, on a documenté le tout et l'agroforesterie, c'est montré comme une solution pour compenser les communautés. Alors, il y a certains fermiers ou certains autochtones, au Panama déjà, de temps passé dans la vie, qui ont décidé d'essayer de tester l'agroforesterie. En bout de ligne, ça s'est avéré que ces individus-là ou ces familles-là étaient moins riches en termes
d'actifs, mais par contre, l'agroforesterie apportait des revenus de façon plus fréquente. Donc, au lieu d'attendre que le bois, le boisement, le peuplement atteigne maturité, que je le coupe, etc., il y avait des revenus plus fréquents. Donc, lutte au changement climatique, c'est une des défis. L'autre défi, c'est l'amélioration des conditions de vie de façon générale, des revenus, encore une fois, parce qu'on diversifie le potentiel de revenus. Les revenus arrivent plus fréquemment. Donc, amélioration des conditions de vie, aussi du bien-être. Donc, on a différents étudiants qui ont travaillé sur la question. Évidemment, qui dit générer plus de revenus, dit aussi réduire la pauvreté. C'est un des objectifs visés. Renforcement de capacité. Donc, les gens deviennent plus autonomes, prennent en main le devenir de leur communauté, de leur territoire, adoptent des nouvelles pratiques, donc travaillent différemment, mais génèrent plus de revenus par des différents types de cultures. Donc, on est un étudiant avec Alain qui a travaillé sur les parcs agroforestiers, mais je peux oublier le terme. Et aussi un autre élément intéressant qui a été soulevé entre autres par Ketsia Jones pour son travail à Cuba, c'est que ça produit des biens de consommation, des produits de consommation qu'on peut soit autoconsommer, donc répondre à une question de sécurité alimentaire, mais aussi être vendus sur les marchés. Donc, un autre défi qui peut être reconnu par ça. Et de façon générale, la revalorisation des connaissances locales traditionnelles. Les gens utilisent traditionnellement des essences forestières ou des essences arbustives, que ce soit pour des médicaments, pour la nourriture, pour de l'artisanat. Alors, l'agroforesterie amène cette possibilité-là de revaloriser ces connaissances. Et finalement, réduire les conflits d'usage. Donc, que ce soit avec le bétail, avec des haies vives, où ça permet évidemment de restreindre la errance, mais aussi de mieux diviser peut-être les territoires entre les familles, les communautés, les paysans. Donc, une fois que ces avantages-là sont connus, évidemment, je me suis concentrée sur les avantages socio-économiques. Vous aurez compris, il y a une multitude d'autres avantages environnementaux, etc. Mais une fois que ces avantages-là sont connus, comment on peut les amener sur le terrain et favoriser finalement leur acceptation ou leur adoption par les paysans? Donc, Ketsia Jones, dans son travail, elle a adopté une approche de système là, global où on reconnaît que ce n'est pas uniquement l'individu qui choisit d'adopter, mais il y a tout un ensemble de facteurs qui peut faire en sorte que, oui ou non, des paysans, des communautés autochtones vont adopter des pratiques agroforestières. Donc, le premier, c'est le noyau, l'ontosystème, c'est l'individu lui-même. Donc, il y a différentes études qui ont démontré que le niveau d'éducation, que le niveau de revenus, que différentes vraiment caractéristiques sociodémographiques, la grandeur de la famille, parce que le nombre de personnes qui peuvent aider, contribuer au travail sur la terre, sur la ferme, etc., que tout ça, ça avait un impact, une influence. Donc, ça, c'est mon ontosystème. Ensuite, il y a le microsystème. Donc, le fermier, il travaille une terre, des parcelles, donc la dimension, la superficie de ces parcelles, les pentes. Il y a entre autres la voix qui disait que tous les aspects, la voix qui est quelque part dans la salle, ou peut-être pas, Andréane, qui a démontré que toutes les caractéristiques biophysiques, finalement, des parcelles, des terres, avaient une influence sur l'adoption ou non. Hein. Dans certains cas, ça va être plus facile, dans d'autres, non. Donc, tout ce qui a rapport avec la superficie elle-même, et finalement, mon exosystème, hein, qui est tout ce qui est extérieur, mais qui vient influencer. Donc, c'est là qu'on va parler de connaissances. Ça a aussi été soulevé tout à l'heure, les gens, même par Catherine, les gens, ils ont l'impression de rien connaître. Donc, toute cette approche, cet accompagnement par des organisations paysannes, le transfert de connaissances, entre autres, ce qu'on a essayé de faire avec le projet au Mali. On développe des techniques, mais ensuite, il faut les transférer sur le terrain. Donc, tout cet aspect-là de connaissances, d'enrichissement, de renforcement des capacités nous permet, en tout cas, de faciliter ce transfert. Et il y a aussi tout le volet économique. Hein, s'il n'y a pas de marché, s'il n'y a pas de débouché pour nos produits,
On a beau se casser le bicycle à casser des graines, mais si on n'est pas capable d'accéder au marché parce qu'on est une femme, parce qu'on n'a pas le bicycle, on n'a pas le moyen pour se rendre sur le marché, bien, on n'y arrivera pas. Ce sont tous des facteurs qui vont nuire. Donc, le débouché, le prix aussi, ça a été mentionné par Benido, David Bellem, au Burkina Faso. Si le prix n'est pas suffisamment élevé sur les marchés, les gens ne vont pas produire de l'acajou. Donc, il y a vraiment plusieurs facteurs comme ça qui vont influencer. Donc, la richesse des travaux qui ont été faits à la maîtrise en agroforesterie, c'est vraiment impressionnant. Puis quand je me suis attardée à voir ça, j'ai vraiment été impressionnée. Puis j'aimerais ça recruter un étudiant, projet de fin d'études, c'est de valeur, Lise est déjà pris, mais de trouver un étudiant qui ferait une méta-analyse de tout ce contenu-là. On n'a plus besoin d'aller voir la littérature scientifique. On l'a ici à l'intérieur. Là, je vois aussi qu'il y a des gens en UCO qui travaillent sur des sujets, probablement avec David. Donc, il y a une richesse vraiment impressionnante. Par contre, on n'a pas fini de travailler. Il y a des hommes et des femmes qui doivent encore faire énormément d'efforts pour améliorer leur sort, pour voir comment on peut changer nos pratiques. Ce n'est pas évident. Le changement, souvent, ça fait peur. Donc, il y a beaucoup d'efforts à mettre. Je vous invite à poursuivre ces efforts-là, à trouver des arguments qui vont convaincre les paysans, qui vont convaincre les communautés autochtones à changer pour que l'agriculture devienne effectivement une solution viable et durable. Alors, voilà.